Le vivant. La notion même de vivant est au cœur de nombreux débats contemporains. Avec le développement de la génétique, l'homme a désormais le pouvoir de travailler la vie comme un matériau, ce qui soulève déjà de graves problèmes ethniques que la science à elle seule ne peut sans doute pas résoudre. Selon Aristote, il faut distinguer les êtres animés des êtres inanimés, c'est-à-dire ceux qui ont une âme et ceux qui en sont dépourvus. Aristote nomme donc âme le principe vital de tout être vivant et en distingue trois sortes. L'âme végétative est la seule que possèdent les végétaux. Elle assure la nutrition et la reproduction. À celle-ci s'ajoute chez les animaux l'âme sensitive, principe de sensation. Et selon lui, sur Terre, l'homme est le seul de tous les êtres vivants à posséder en plus une âme intellective. C'est le principe de la pensée. L'âme végétative est de toutes la plus fondamentale. Pour Aristote, vivre, c'est avant tout se nourrir, croître et dépérir par soi-même. Cela signifie que le vivant se différencie de l'inerte par une dynamique interne, par une autonomie de fonctionnement qui se manifeste dans un ensemble d'activités propres à maintenir la vie de l'individu comme de l'espèce. Le biochimiste Jacques Monod pose trois caractéristiques propres au vivant. Un être vivant est un individu indivisible formant un tout cohérent, possédant une dynamique interne de fonctionnement et doué d'une autonomie relative par rapport à un milieu auquel il peut s'adapter. La première caractéristique de tout être vivant, c'est alors la morphogénèse autonome, qui se manifeste par exemple dans la cicatrisation. Le vivant produit lui-même sa propre forme et est capable de la réparer. Ensuite, tout être vivant possède une invariance reproductive. Les systèmes vivants en produisent d'autres qui conservent toutes les caractéristiques de l'espèce. Enfin, tout être vivant est un système où chaque partie existe en vue du tout, et où le tout n'existe que par ses parties. Le vivant se caractérise par sa téléonomie, parce que c'est la fonction qui définit l'organe. On nomme organisme cette organisation d'organes interdépendants orientés vers une finalité. Dans le vivant, la vie semble être à elle-même sa propre finalité. C'est ce que Kant nomme la finalité interne. Le vivant veut persévérer dans l'existence, et c'est pourquoi il n'est pas indifférent à son milieu, mais fuit le nocif et recherche le favorable. La vie veut vivre. Tout dans l'être vivant semble tendre vers cette fin. Devant l'harmonie des différentes parties d'un organisme, il est alors tentant de justifier l'existence des organes par la nécessité des fonctions à remplir, et non l'inverse, en faisant comme si l'idée du tout à produire guidait effectivement la production des parties. Cela présuppose que l'effet ou la fin sont premiers, ce qui est scientifiquement inadmissible. La biologie va opposer à notre compréhension naturelle du vivant, par les fins, une explication mécaniste. C'est Descartes qui fonde l'entente mécaniste du vivant. Il s'agit de comprendre l'organisme non plus à partir des fins imaginées, mais à partir des causes constatables. Ne plus dire par exemple que l'œil est fait pour voir, mais décrire les processus par lesquels l'œil transforme un stimulus visuel en influx nerveux. Il faut pour cela réduire le fonctionnement du corps vivant à un ensemble de mécanismes physiques et chimiques pour pouvoir en dégager des lois. On peut remarquer un paradoxe, c'est que pour connaître le vivant, il faut le détruire. La dissection tue l'animal étudié, et la biochimie énonce des lois qui ne sont plus spécifiques au vivant. Une cellule cancéreuse, une cellule saine, et même la matière inerte obéissent aux mêmes lois chimiques. La vie est un concept que la biologie n'a cessé de réfuter, parce qu'il n'est pas étudiable scientifiquement, tout simplement. Les problèmes ethniques contemporains se posent parce que pour le biochimiste, il n'y a plus de vie à respecter. Il n'y a pas de vie dans une molécule d'ADN.
il n'y a qu'une organisation particulière de la matière. Bergson montre que l'intelligence a pour rôle d'analyser et de décomposer. Au fur et à mesure qu'elle s'empare du vivant, elle le décompose en des réactions mécaniques qui nous font perdre le vitalisme de la vie. La biologie moderne se rapproche de plus en plus de la biochimie. Par là, elle perd son objet, la vie. Le biologiste Jacob von Exklur envisage une autre possibilité. Ne plus considérer le vivant comme un objet d'étude, mais comme un sujet ouvert à un milieu avec lequel il est en constante interaction. Comprendre le vivant, ce n'est pas le disséquer ou l'analyser, c'est établir les relations dynamiques qu'il entretient avec son environnement. Chaque espèce vit dans un milieu unique en son genre et n'est sensible qu'à un nombre limité de stimuli qui définissent les possibilités d'action. La vie se définit alors non comme un ensemble de normes et de lois analysables, mais comme une normativité. Ce qui caractérise le vivant, ce n'est pas un ensemble de lois mécaniques, c'est qu'il est capable de s'adapter à son milieu en établissant de nouvelles normes vitales. La vérité. La vérité fait partie de ces termes que la philosophie scolastique nommait des transcendantaux, parce qu'ils sont toujours au-delà de tout ce qui est, et que comme tels, ils ne sont pas définissables. Il ne s'agirait pas alors de les comprendre, mais de les saisir directement par une intuition immédiate. Descartes remarque que l'on définit couramment le vrai comme ce qui n'est pas faux, et le faux comme ce qui n'est pas vrai. Ici, les contraires se définissent les uns les autres, et la définition circulaire est purement nominale. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne définit rien. Il faut donc chercher une autre définition. Pour cela, il faut d'abord définir ce qui est susceptible d'être vrai ou faux. Seuls nos énoncés sur les choses, et non les choses elles-mêmes, sont susceptibles d'être vrais ou faux. Et encore, la prière, le souhait ou l'ordre sont des énoncés qui n'ont pas de valeur de vérité. En fait, seuls les énoncés qui attribuent un prédicat à un sujet, c'est-à-dire les jugements prédicatifs, peuvent être vrais ou faux. La vérité serait alors d'attribuer à un sujet le prédicat qui exprime bien comment le sujet est réellement. Une proposition serait donc vraie quand elle décrit adéquatement la chose telle qu'elle est. Saint Thomas d'Aquin définit la vérité comme l'adéquation de l'esprit et de la chose. Mais pour que cette définition soit valide, il faut que je puisse comparer mes idées aux choses. Le problème, c'est que je n'ai jamais affaire aux choses en elles-mêmes, mais à ma représentation des choses. Or, rien ne m'assure que le monde est bien conforme à ce que j'en perçois. Il se pourrait, comme l'a démontré Descartes, que toute ma vie ne soit qu'un songe bien lié, que je sois en train de rêver tout ce que je crois percevoir. Rien ne m'assure que le monde ou autrui existe tel que je les crois être. Même si tous mes jugements sont faux, il est cependant une chose dont je ne peux pas douter. C'est le cogito. Je pense donc je suis. Ceci est la seule proposition nécessairement vraie. Cette intuition devient le modèle de la vérité. Il ne s'agit plus de comparer mes idées aux choses, ce qui est impossible, mais mes idées à cette intuition certaine du cogito. Toute idée qui est aussi claire et distincte que le cogito est nécessairement vraie. Cependant, à ce stade du doute méthodique, ou doute hyperbolique, je ne suis assuré que d'être en tant que chose qui pense. Pour m'assurer qu'autrui et le monde existent, et me sortir du solipsisme, Descartes devra par la suite poser l'existence d'un Dieu vérace qui ne cherche pas à me tromper. Parmi toutes les idées dont je peux douter, il y a l'idée de Dieu, l'idée d'un être parfait et elle-même nécessairement parfaite. Or, je suis un être imparfait. De mes propres forces, il est donc impossible que je puisse concevoir un être parfait. Si j'ai l'idée de Dieu, la perfection, il faut donc que ce soit Dieu lui-même qui l'ait mise en mon esprit. Par conséquent, l'observation mathématique du monde m'amène à la certitude que Dieu existe
Mais si Dieu existe, et s'il est parfait, il doit être par conséquent vérace et bon. Il ne peut avoir la volonté de me tromper, et le monde doit bien être tel que je me le représente. Non pas avec ma sensibilité, mais avec mon intelligibilité et ma sensibilité. Descartes est ainsi contraint de poser l'existence de Dieu au fondement de la vérité. En fait, lorsque Descartes affirme que le modèle de la vérité, c'est l'intuition immédiate, certaine du cogito, il présuppose que sa définition de la vérité est la vraie définition, puisqu'elle se sert du bon sens universel. Or, comme l'a montré le logicien Frege, la vérité se présuppose toujours elle-même, quelle que soit la définition que j'en donne, que je définisse la vérité comme adéquation, comme cohérence logique de la proposition ou comme intuition certaine, je présuppose déjà le sens de la vérité. Donc je présuppose une vérité. Cette circularité peut être paradoxale, car la vérité se précède toujours d'elle-même.